Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à Éléments de langage, un podcast animé et maintenu par Israël. Alors le podcast d'aujourd'hui est un podcast thématique qui sera divisé en deux parties. La première aujourd'hui pour une vision générale du Maghreb et la seconde sera une analyse des 5 pays qui composent l'Union du Maghreb arabe. Alors, le Maghreb est un thème qui est omniprésent dans la littérature et dans l'actualité française. Pourtant, j'ai l'impression qu'il est de moins en moins connu, de moins en moins étudié, qu'il est de plus en plus lumineux. Alors, de quoi on parle? Eh bien, en général, on parle de 3 grands pays qui sont le Maroc, l'Algérie et la Tunisie. Quand on parle du Maghreb, on parle plutôt de ces 3 pays-là, qui sont des grands pays d'immigration en France. Mais il existe une entité qui s'appelle l'Union du Maghreb arabe qui ajoute à ces 3 pays la Libye à l'est et la Mauritanie au sud-ouest. Donc moi, quand je parlerai du Maghreb, je parle plutôt de l'UMA, de l'Union du Maghreb arabe, qui est la somme de ces 5 pays. Le Maghreb, ce n'est pas l'Afrique du Nord au sens, on va dire, exact, c'est-à-dire qu'il ne comprend pas l'Égypte. Et c'est une région vraiment, véritablement, qui se définit, j'allais dire, presque par défaut. C'est à la fois le sud de la Méditerranée, c'est vraiment la rive sud de la Méditerranée sans l'Égypte. C'est aussi la partie nord du Sahara. C'est vraiment le Maghreb, c'est la région où le Sahara vient lécher à la fois l'Atlantique et la Méditerranée. C'est ce que disait l'illustre Fernand Braudel. Il disait que durant l'été qui peut durer 6 mois, le Sahara s'installe à Alger, à Rabat, à Tunis, à Sfax et autres. Et ce n'est que pendant l'hiver, pendant les pluies qui viennent en général de l'Atlantique, que l'humidité balaye le Maghreb d'ouest en est, disons de Casablanca vers Tunis, et que le Sahara revient à la zone saharienne qui commence en Algérie par exemple, à partir des hauts plateaux. Le Maghreb, c'est aussi la région de la civilisation, disons, arabo-berbère, puisque ce n'est ni une région 100% arabe, ni une région 100% berbère. C'est vraiment la région de la fusion entre l'élément arabe et l'élément berbère, qui est une fusion qui a eu lieu à partir des grandes invasions islamiques du 8e, 9e siècle. Il y a eu d'autres invasions, d'autres mouvements de population, de l'est vers l'ouest, donc de l'Arabie, du Yémen vers l'ouest. Notamment, par exemple, autour de Rabat, la capitale du Maroc, la tribu dominante, ou une des tribus dominantes, c'est la tribu des Zaïres. Et cette tribu est venue au Maroc, s'est installée dans la région, en provenance du Yémen, au 11e ou 12e siècle, je crois. Il y a eu aussi d'autres mouvements, des mouvements sud-nord, c'est-à-dire des mouvements en provenance de l'Afrique saharienne ou subsaharienne, de l'esclavage, bien entendu, mais pas seulement. Et enfin, il y a eu des mouvements nord-sud, en particulier en provenance de l'Espagne, de la péninsule ibérique, si on inclut le Portugal. Et ce sont des mouvements qui sont dus à l'expulsion des musulmans, des moriscos, par la couronne catholique à partir du XVe siècle, surtout 16e, 17e siècle. La grande expulsion a eu lieu dans les premières années du XVIIe siècle, après la révolte des Alpujarras, une sierra au sud-est d'Andalousie. Il y a eu aussi des mouvements de population juive, qui ont été expulsées, parmi les premières expulsées en 1492. Elles sont parties à Tanger, Tétouan, Fès, un peu Rabat, Meknès, pas mal en Algérie aussi, au Ouaran, à Alger, et puis plus loin, Carthage, et même vers le Liban. Évidemment, bien sûr, vers Salonique, vers la France, vers les Pays-Bas et autres. Donc il n'y a pas eu que des mouvements d'est-ouest, il y a eu d'autres mouvements aussi, un peu moins connus et un peu certainement plus marginaux comparés aux mouvements de Fath al-Arab et des grandes invasions, conquêtes arabes et musulmanes, mais la trace de ces apports démographiques et culturels est encore très vive dans les populations d'Afrique du Nord, notamment dans une ville comme Tétouan ou Fès, où l'empreinte andalouse est très forte. D'ailleurs, j'allais même oublier, il y a eu l'expulsion de musulmans qui se sont convertis au catholicisme pour avoir la paix en Espagne, pour vivre tranquillement, et qui ont dû quand même quitter leur pays, leur terre, leur maison,
pour s'installer au Maroc, puisque l'Inquisition leur rendait la vie impossible. Je pense notamment aux Vargas de Salé, qui ont donné les Bargaches. Bon, un sujet passionnant. Je disais que le Maghreb était un illustre inconnu, puisque effectivement, la connaissance du Maghreb est devenue presque un tabou, puisque depuis que l'immigration de masse en France, dans les années 60, 70, 80, on se dit qu'on s'interdit d'étudier le Maghreb, et on s'intéresse simplement aux Maghrébins de France ou d'Europe, et on s'interdit un peu par pudeur, un peu par repentance coloniale, un peu aussi par paresse, et puis surtout parce qu'on se dit que les Maghrébins vivent en France désormais, en grand nombre, et bien on les connaît. Ils sont français ou français de première, deuxième, troisième, quatrième génération, point final, et circuler, il n'y a rien à voir. Alors que le Maghreb est d'une très grande richesse. Cette richesse-là est de moins en moins à notre portée. Ça tombe mal puisque le Maghreb est en train de vivre des évolutions accélérées. Et ces richesses-là, cette sophistication-là, cette connaissance fine et raffinée du Maghreb était à la portée des Français du temps des affaires indigènes, du temps du colonialisme, du temps des langues où il y avait un réel intérêt de la part de l'administration et de ses auxiliaires dans l'université française, voire dans les confréries religieuses, pour l'anthropologie, l'ethnographie, l'étude, la sociologie réelle, hein, pas fantasmée, des sociétés maghrébines. Je pense que les plus belles pages d'anthropologie écrites sur l'Algérie, le Maroc, la Tunisie, voire le monde saharien, ont été faites à l'époque coloniale ou dans l'époque dans l'immédiate indépendance. Bon, donc le Maghreb, c'est aussi une région qui est traversée par, comment dirais-je, qui est traversée par des fractures. On parle d'union du Maghreb arabe, mais d'union, il n'a que le nom. Et les fractures sont des plaies ouvertes, notamment la frontière maroco-algérienne qui est fermée depuis le début des années 90, ou le milieu des années 90, si ma mémoire est bonne, frontière terrestre fermée, alors que les flux par avion sont encore ouverts, mais cette fracture est une plaie ouverte pour les peuples, hein, Maroc-Algérie, puis pour l'économie. Difficulté de passage, hein, difficulté dans le transport, l'infrastructure n'existe pas ou elle est très déficiente. Il n'y a pas aujourd'hui de ligne de chemin de fer qui relie le Maroc à l'Algérie, ni l'Algérie à la Tunisie, alors qu'à l'époque coloniale, on pouvait aller de Marrakech à Alger, voire à Tunis, en train. Bien sûr, il y avait des changements, puisqu'il y avait des soucis d'espacement dans les lignes, entre les lignes militaires et les lignes civiles, mais on le faisait. Les lignes, quand on regarde les hubs aériens aussi, toutes les lignes aériennes, c'est assez médiocre. Il vaut mieux passer par Marseille, Madrid, Barcelone, Paris ou même l'Italie pour aller en Tunisie depuis le Maroc que de faire le direct. Les prix sont chers et autres. On pourrait étendre le même raisonnement au niveau des câbles télécoms, au niveau des câbles sous-marins et des autres infrastructures. Vous m'avez compris, la région est divisée, elle n'existe pas d'un point de vue, on va dire, elle existe bien évidemment d'un point de vue géographique, topologique, culturel, mais elle n'existe pas d'un point de vue de l'infrastructure. On est encore dans des schémas qui regardent vers le nord. Le Maroc a fait le choix de se connecter à la péninsule ibérique. La Tunisie regarde vers l'Italie et la Sardaigne, évidemment. Et l'Algérie, connectée par ses pipelines et autres à l'Europe directement. Il y a un gazoduc qui passe par le Maroc, mais les échanges sont quand même relativement marginaux. D'où vient cette fragmentation? Eh bien, elle est largement politique et je dirais même psychologique. En un mot, hein, c'est une certaine jalousie, une certaine méfiance réciproque entre les différents pays à des degrés divers. Quand ce n'est pas la jalousie et la méfiance, eh bien c'est la différence. C'est ce qu'on voit aussi en Amérique du Sud, hein, souvent entre pays pauvres ou réputés pauvres, il n'y a pas beaucoup de respect les uns pour les autres. Et tout le monde préfère regarder vers le nord, vers la richesse, vers le développement, vers la sophistication. Une relation d'amour-haine d'ailleurs avec le nord, avec la France, avec l'Europe, surtout dans le cas de l'Algérie, mais aussi un peu chez certains Marocains, certains Tunisiens, mais une relation intense quand même. Alors qu'entre Libyens et Marocains ou Marocains et Tunisiens, c'est la différence. Entre Marocains et Algériens, on est plutôt ça dépend des moments, des segments de la population et
voilà, il y a des moments historiques, on est souvent dans le mépris ou dans la méfiance. Ça n'empêche pas qu'il y ait des mariages mixtes, des échanges et autres, mais là, malheureusement, comme je dis souvent, c'est des violents et les crétins qui l'emportent toujours, et c'est souvent ces énergies négatives qui pourrissent la situation et qui empêchent un véritable rapprochement. Ensuite, le Maghreb, comme une grande partie de la Méditerranée, est touché par une certaine malédiction, dans le sens que tous les pays produisent à peu près la même chose. Donc ils sont concurrents les uns des autres, parce que tout le monde produit de l'huile d'olive, du lait de chèvre, des palmiers dattiers, de la tomate, que sais-je, de l'artisanat islamique. Les Marocains font de l'huile d'olive, les Tunisiens pareil, les Grecs pareil, les Portugais, les Espagnols, enfin tout le monde se concurrence. Et ce qui fait que les échanges ne sont pas si évidents que ça. Hein. On n'est pas dans une zone, dans une configuration extrêmement favorable aux échanges. Bien sûr qu'il y en a, mais quand on parle de zones régionales, de blocs régionaux de libre commerce ou d'intégration économique, quand on regarde vraiment les réalités, eh bien les gens n'ont pas beaucoup de choses à échanger. À part évidemment, les ressources énergétiques sont très mal réparties. Et là, l'Algérie est assise sur des grandes réserves d'hydrocarbures et de gaz, mais surtout d'hydrocarbures. La Libye, bien sûr, évidemment, alors que le Maroc, la Tunisie, la Mauritanie n'ont pas grand-chose en termes de ressources minières ou d'hydrocarbures. Le Maroc se distingue par les phosphates, mais ça ne vaut pas les hydrocarbures en termes de PIB et de valeur en devises. Ce qui fait donc, on a dit, des problèmes d'ordre psychologique ou culturel, enfin les gens ne se font pas confiance ou s'ignorent, des problèmes d'infrastructure qui regardent plus vers le nord ou qui n'existent pas, et enfin, il n'y a pas beaucoup de complémentarité économique, ce qui fait que finalement la région n'existe pas, on va dire d'un point de vue de PIB, d'un point de vue disons, d'échange et de potentiel de croissance. J'ai lu quelque part que le PIB de la région Île-de-France, hein, donc Paris et l'Île-de-France, Paris, sa grande et département limitrophe, le 77, 92, 91, 94, je crois que j'ai rien oublié, 95, eh bien Paris et l'Île-de-France, le PIB est supérieur au PIB du Maroc, Algérie, Tunisie. Donc là, on est en train de parler de presque 80 millions d'habitants. Ils produisent moins que les 10 millions d'habitants, je trouve, hein, 10 ou 9 hein, qui vivent en Île-de-France. C'est dire, hein, c'est dire l'humilité, disons, peut-être l'insignifiance, même si le mot est un peu fort, de la région Maghreb d'un point de vue économique, et puis ramener ça au PIB par capita, PIB par habitant, c'est pas très glorieux, en dépit du pétrole algérien. Mais là, on s'inscrit dans un cadre arabe en général, où tous les pays arabes, je crois que même si on somme le PIB du Maroc, de l'Algérie, de la Tunisie, de la Libye et de l'Égypte, ça fait quand même presque 200 millions d'habitants, hein, on n'atteint même pas le PIB du Mexique. Voilà, donc on n'est pas en train de comparer, on n'est même pas en train de se comparer à un pays avancé. Bon, le Mexique appartient à l'OCDE, mais c'est quand même pas le Japon ou le Canada. Eh bien, depuis les années 80, la région pense son intégration, elle y réfléchit, enfin, elle est même allée plus loin, a été créée l'Union du Maghreb arabe. Je ne reviendrai pas sur la genèse de cette organisation, qui végète, hein, elle dort tranquillement, à cause notamment des problèmes entre le Maroc et l'Algérie, de la rivalité, sur lesquels je ne reviendrai pas, vous les connaissez tous, il y a le problème du tracé de la frontière, qui n'est pas du tout tracé, je crois, au sud de Figuig. Et ensuite, il y a le problème du Sahara, des provinces sahariennes du Maroc. Je prends le soin de dire les choses comme il faut, puisque en général, on dit le Sahara occidental, mais nous, Marocains, nous disons les provinces sahariennes, les provinces du sud. En plus, ça tombe bien, ça correspond à la réalité historique. Voilà. Donc, l'humain a souffert de la rivalité Maroc-Algérie, puis surtout des difficultés des pays du Maghreb, hein, notamment de l'Algérie avec la décennie noire des années 90, où le pays n'avait pas la tête à faire de la collaboration régionale. Et depuis les printemps arabes 2011, la Libye n'existe plus. Et la Tunisie est en stand-by pour être gentil et aller vite. Alors,
donc la région, donc l'humain ne fonctionne pas. Il y a eu la tentative de M. Sarkozy de l'Union pour la Méditerranée. Comme par hasard, on a mis le siège à Barcelone. C'est dire la confiance qu'on a dans dans la rive sud de la Méditerranée. Et ça ne marche pas pour plusieurs raisons. Bon, il y a la présence, enfin, il y a la question d'Israël, mais ça, c'est pas vraiment la raison principale. La raison principale, c'est que, encore une fois, les pays n'ont pas grand-chose à échanger entre eux. Ils ont beaucoup de choses à demander à l'Europe, qui est la tirelire, qui est la caisse, qui est la banque de la région, d'accord, mais il n'y a pas grand-chose à faire ensemble d'un point de vue d'égal à égal. Ensuite, l'Union pour la Méditerranée a souffert d'un problème congénital qui est la présence de l'Allemagne, qui regarde vers l'Est, qui regarde vers la Scandinavie et vers l'Est, et qui a stérilisé complètement tous les efforts de collaboration, parce que les Marocains et un Marocain, ils ont une entreprise marocaine, une entreprise espagnole, ou une région, disons la région Andalousie et la région Tanger-Tétouan, Al-Hoceima au Maroc, n'ont pas besoin de consulter les Lettons ou les Estoniens ou les Allemands pour savoir ce qu'ils doivent faire d'un point de vue de la collaboration régionale. Mais dans la gestion de l'Union pour la Méditerranée, et encore pire dans le cas c'est pire encore dans le cas de l'Union européenne, eh bien tout passe par l'unanimité et on se retrouve à demander leur avis aux Scandinaves sur des problématiques extrêmement, disons, méditerranéennes par excellence. Ça ralentit les projets, voire ça les rend impossibles. Donc, dans le prochain podcast, je rentrerai dans le détail de chaque pays, mais quid de cette région? Qu'est-ce qu'on peut espérer pour elle à horizon 5 ans ou 10 ans? Bon, déjà, il faudrait que les pays restent stables et persévèrent dans leur être, comme dirait un philosophe, ce que n'est pas le cas, parce que l'Algérie est dans une situation assez compliquée avec les problématiques de succession que vous connaissez tous, de Bouteflika et autres. La Tunisie vient d'élire son président, apparemment d'obédience islamiste. On verra s'il va réussir à inscrire son pays dans la normalité. La Libye n'existe plus. On reviendra sur le sujet dans le podcast. La Mauritanie vivote dans la misère et puis de coup d'État en coup d'État. Et puis le Maroc, mon pays, vit sous le rythme de la constitution de 2011. Il a plutôt réussi son tournant, on va dire, du printemps arabe, du mal nommé printemps arabe, parce que c'est plutôt des catastrophes, mais bon, le Maroc a plutôt bien géré, mais il y a des questions il y a des nuages qui s'amoncellent à l'horizon. Donc il faudrait savoir que si ces 5 pays vont réussir à garder leur stabilité pour avoir le temps et être en capacité de prévoir un modèle de développement régional, une collaboration régionale. Plus je réfléchis au sujet, plus je me dis qu'il faut enterrer l'idée d'une collaboration sud-sud, donc à l'intérieur des pays d'Afrique du Nord ou du moins du Maghreb. En gros, Maroc, Algérie, Tunisie, il faut oublier, hein, ils ne vont pas collaborer entre eux. Spontanément, du moins, ils ne vont pas le faire. Il vaudrait mieux travailler des collaborations en arc de cercle. Je pense notamment à un arc de cercle Lisbonne-Dakar, qui aurait le mérite d'embrasser la façade atlantique, et des pays qui ont des problématiques assez similaires, notamment de réchauffement climatique, de migration, donc de manque de main-d'œuvre d'un côté ou d'explosion démographique de l'autre, des problématiques liées à l'eau, des problématiques liées au trafic maritime, au trafic de drogue, toutes les problématiques liées à ça, au djihadisme, évidemment. Et donc des pays qui sont complémentaires, même d'un point de vue ethnique, puisque entre un Marocain et un Andalou, ou même un Madrilène, il y a quand même pas mal de points communs, ne serait-ce que le faciès, ce qui ne se retrouve pas du côté, avec d'autres Européens. Moi, je me sens chez moi quand je suis au sud du Portugal ou en Espagne, même partout en Espagne, sauf bien sûr dans la partie Galice, Asturie ou autre, Pontevedra et autres, Pays Basque, où là on sent vraiment qu'il n'y a pas eu de présence mourisque ou de métissage. Mais là, c'est un autre sujet. Donc, un arc qui irait de Lisbonne à Madrid en passant par Rabat, Nouakchott et Dakar, pourquoi pas le Cap-Vert, et qui a le mérite de jouer la complémentarité et puis de servir immédiatement les intérêts des pays. Le Maroc veut être un point d'entrée, une porte d'entrée en Afrique et en Méditerranée occidentale, donc avec son port en Gémède, mais pas seulement. Les Espagnols, les Portugais veulent des marchés où ils peuvent être pas trop chahutés par les Chinois ou même d'autres pays européens.
Tout cela ne peut avoir lieu que si, évidemment, les Allemands laissent faire. Donc l'Union européenne laisse faire et laisse les gens travailler dans leur coin sans les obliger à passer par la règle de l'unanimité. Imaginez une compagnie aérienne qui serait luso-hispanique par exemple, ou même sénégalaise. Imaginez un office, une organisation pour la gestion de la météorologie qui englobe tous ces pays-là, au lieu de dupliquer les capacités et les ressources, de dépenser de l'argent n'importe comment, on pourrait mettre tout ça ensemble. Le contrôle aérien, bien entendu. Un Erasmus pour les étudiants, mais pas seulement pour les étudiants, même pour les jeunes entrepreneurs. Imaginez un Interpol, une collaboration police-judiciaire. Tout est possible et il me semble que c'est plus prometteur dans ce cadre-là que dans un cadre entre un petit pays comme le Maroc vis-à-vis de l'Union européenne qui l'écrase avec tout son PIB et sa superbe, ou entre trois pays qui se détestent, ou au mieux s'ignorent, avec l'Union européenne. Voilà. On peut penser à la même chose évidemment avec la Tunisie, un arc de cercle qui irait de la Tunisie vers la Sardaigne, le Reggio Calabre et remonter vers les Balkans. Pourquoi pas la Turquie? Il y a un énorme port en Reggio Calabre qui s'appelle, je ne me rappelle jamais de son nom, mais je crois que c'est Gioia Tauro, qui est un des plus grands ports de conteneurs de Méditerranée orientale. Les Tunisiens ont largement leur place dans ce terminal de conteneurs, voire pour l'appuyer avec leur industrie textile, électronique et autres. Voilà, je vous donne rendez-vous pour le prochain podcast, la deuxième partie de cette analyse, cette fois qui sera un zoom pays par pays. Merci.